avez grandi grâce au marché français et vous avez finalement construit tous vos produits pour plaire à la clientèle française. FTI, c'est peut-être pas tout à fait le même débat, puisqu'on était sur des stocks faits ou des hôtels proposés majoritairement aux Allemands. Comment vous avez adapté votre produit à la France? Et je te poserai aussi cette question parce que globalement, les attentes d'un Français sont très différentes ou assez différentes d'un autre Européen. Bien sûr. On a fait ça en 2 phases. La première, ça a été de nous appuyer sur les forces du groupe. Donc, c'est-à-dire comprendre le marché allemand, comprendre les technologies, comprendre la demande donc, des Allemands, des Autrichiens, des Suisses, et puis comparer avec le marché français. Donc, première étape, se dire qu'est-ce qui fonctionne et qu'on pourrait mettre rapidement en place les quick wins sur le marché français. Et en fait, j'ai mis en place une stratégie qui est simple, qui est de se focuser sur le prix, tu le disais tout à l'heure, hein, c'est la première question, c'est un package avec un bon petit tarif. Donc le prix, le choix et la flexibilité. Donc ça, c'est la stratégie qu'on a mis en place sur le marché français en s'appuyant sur les forces du groupe allemand. Tout ce qui était allemand et que les Français n'aiment pas beaucoup, on a essayé de le mettre de côté. Parce qu'il y a une réalité, le Français aime voyager entre Français. Hein, voilà, il n'aime pas trop. Il est à la fois européen et à la fois il aime bien qu'on le laisse tranquille. Parfois les Allemands en plus. Surtout quand il s'installe au niveau de, comme on disait tout à l'heure, il est serviettes très très tôt le matin au niveau des transats. Donc voilà, et c'est la raison pour laquelle la deuxième étape du développement de FTI sur le marché français, ça a été effectivement de développer des produits adaptés au marché français. Mais c'est en complément. Donc ça représente rien aujourd'hui sur le chiffre d'affaires. Maintenant, c'est en forte croissance. Voilà. Donc on travaille sur cette base, le prix, le choix, la flexibilité, et on développe des nouveaux produits. Alors dans ces produits, on s'est dit, on a regardé, alors cette fois-ci, le marché français, on a dit qu'est-ce qui existe sur le marché. Puis en fait, voilà, on a des gens qui sont là depuis des années, qui font un boulot remarquable, qui apprécient et des clients et des professionnels du tourisme. Donc, profil bas, on essaie de voir ce que l'on peut, si on peut apporter quelque chose de complémentaire. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé une gamme de produits qui s'appelle le Club FTI Privilège. C'est simplement du club francophone, donc qui est moins focusé sur de l'animation et qui est beaucoup plus porté sur du service plus. Donc on part de la même base et on va apporter des services qui sont déjà inclus. Par exemple, des excursions qui sont déjà comprises, le massage qui est déjà inclus, et plein de petits services qui vont faire que on va passer de bonnes vacances. Donc voilà comment est-ce qu'on s'est développé et on accélère notre développement sur le marché. Alors Tony, avant de vous poser une question, j'aimerais savoir comment Nicolas, toi tu as fait entendre la voix du Gaulois dans ce groupe immense qui est Thomas Cook, et comment tu as pu mettre en avant le fait que cette clientèle, même si elle n'était pas majoritaire au sein du groupe, avait besoin de produits spécifiques. Il y a 2 choses. La première chose importante, c'est de faire admettre, même si c'est pas toujours facile, de faire admettre que dans un produit qui est un produit avant tout un produit intangible, hein, qui est une expérience, donc un voyage, il y a un facteur culturel. D'accord ? Et que la culture, c'est ce qui fait la richesse du monde d'ailleurs, varie d'un pays à l'autre. La notion de nation, de culture, ça a une vraie réalité. Voilà. Et donc l'exercice de globalisation, parce que parfois on est très inspiré par des modèles globaux à la Apple ou à la Booking, mais quand vous regardez ces acteurs-là, ils ont créé soit un produit unique qui fait l'unanimité, quelle que soit votre culture, votre éducation, etc. Soit ils ont un service, si on prend par exemple Booking, dont l'efficacité est redoutable, et l'efficacité ça fonctionne chez tout le monde. Hein. Bon, il y a des personnes plus férues d'efficacité que d'autres, mais d'une manière générale, voilà. Quand on est sur quelque chose qui relève plus de l'expérience humaine, hein, parce que quand on voyage, en général, c'est avant tout une expérience humaine, par rapport aux gens avec lesquels on voyage, ou par rapport avec les gens vers lesquels on va, en termes de rencontres, mais le facteur culturel est important. Donc à partir de là, quand vous avez posé ça,
la discussion dans le contexte d'un groupe global comme le nôtre, c'est de dire on n'est pas là pour dire ce que les uns et les autres ont envie d'entendre, on est là pour dire ce qu'il faut faire pour y arriver. Donc quand vous changez un petit peu quand vous changez un peu les choses, changez un peu de prisme et vous dites bon, finalement ce qui est important c'est de réussir sur le marché français. C'est pas d'imposer un modèle qui est le modèle dont on rêve, quelles que soient les conséquences. Voilà, donc à partir du moment où on est ouvert à cette discussion, savoir ce qu'il faut arriver à faire sur le marché français compte tenu d'une culture, compte tenu d'une spécificité de marché qui est très spécifique par rapport à d'autres, compte tenu d'une dynamique concurrentielle qui n'a rien à voir avec celle qu'on trouve sur d'autres marchés, où il y a des marchés comme alors je pense que le meilleur exemple est la Belgique, où on est sur des duopoles, puis après il y a les tout petits qui grappillent ceux qui restent. Sur l'Allemagne, où on n'est pas sur un duopole, mais on va dire un monopole à 4, 5, 6, voilà, un quadropole, un quintopole, ce que vous voulez. Puis après, et la France, où c'est un, excusez-moi, bordel sans nom, où il y a 126 Théo, où il y en a un qui meurt, il y en a deux qui se créent, etc. Et il faut prendre en compte ces phénomènes-là pour développer une stratégie. Et cette stratégie, il faut l'emboîter dans celle d'un groupe plus global, mais il faut aussi lui laisser sa spécificité pour se donner le maximum de ça. Donc ça, c'est la première chose. Donc nous, en fait, très vite, ce qu'on a vu par rapport à ce qu'était l'expérience du groupe, plutôt positionné sur du voyage, je dirais, sans connotation péjorative, de masse avec du volume, et il y a un truc qui est déterminant sur le marché français, c'est la langue. Et les clients qui voyagent en club, alors il y a un contre-exemple, mais les clients qui voyagent sur les destinations qui sont des moyens courriers où il y a un tourisme de masse, ont besoin de se retrouver, pour la plupart d'entre eux, en univers francophone. Donc, ils se retrouvent avec des Français, et aussi d'autres personnes, mais à partir du moment où elles parlent français. Donc dès qu'on commence à aller sur des gammes de produits où on mixe beaucoup de nationalités, ce qui en soi n'est pas un problème, parce que les clients qui voyagent en général, en tout cas j'espère, ont une certaine ouverture d'esprit. Mais que je dirais l'échange se complique par rapport à la barrière de la langue, c'est compliqué. Donc très vite, je leur ai dit, pour retourner dans une dynamique favorable et positive sur le tour operating, il faut qu'on ait quand même un point de repère qui est le club francophone finalement. Là où la filiale dont ils ont fait l'acquisition en 2008, qui était Jet Tour, était très forte à travers des clubs Eldorado qui maintenant s'appellent des clubs Jet Tour. Donc on a fait revivre un peu ça. Et la demande, elle n'est pas que là, mais elle est là. Voilà. Ensuite, il y a, je pense que il y a après le monde d'aujourd'hui est différent de celui d'hier. Donc il y a aujourd'hui une clientèle plus jeune, plus ouverte, qui est plus ouverte à partager des expériences avec d'autres cultures de société. Et ce sont des segments d'hôtellerie qui sont un peu innovants et différents. Donc par exemple, nous, on a créé au niveau du groupe des nouvelles lignes de produits qui s'appellent Casa Cook Cooks Club, où là il y a des positionnements clientèle qui sont tout à fait différents de ce que de ce qui fait la majeure partie du marché aujourd'hui, où là c'est beaucoup plus facile de mixer les cultures et les nationalités, s'il vous plaît, parce que déjà à la base le produit est vendu comme tel et on valorise justement cet échange. Voilà. Donc et les groupes dans leur stratégie ce qui est intéressant je veux, c'est que les groupes, en tout cas le mien, dans la stratégie de globalisation et de leadership, sont assez ouverts au tronc commun et à la déclinaison localisée, ce qu'on appelle le glocal en fait, la déclinaison localisée d'un certain nombre de principes qui restent des principes de groupe. La difficulté, c'est quand on ne sait pas expliquer les raisons qui font qu'on a besoin de passer par là. Et là, c'est vrai qu'on a à un moment des postures qui peuvent être un peu radicales. Mais c'est plus tellement un sujet, ça. D'accord. C'est plus tellement... on a dépassé ça. Oui, on a dépassé ce... Tony, vous avez construit le succès de Travel Europe justement sur les clients français et vous avez finalement développé ce modèle d'attente des clients français pour d'autres clientèles, si j'ai bien compris. Vous n'avez pas que des clients français. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu de la demande des Français dans la construction de produits pour les Espagnols ou les Américains ou les Anglais ? Nous, on aime les Français.
Et on a tout pour les Français. Chez nous, bien sûr, c'est 100% francophile. On est là pour les Français. Nous avons des guides expérimentés à 100%. D'une part, il faut dire aussi que nous n'avons pas ni le problème des transats, parce que pour nous, c'est surtout des circuits, un peu des autotours, on n'a pas de transat. Et on n'a pas non plus le problème de la distribution en France, parce que chez Travel Europe, Visite Europe, c'est une petite filiale, c'est encore autre chose, mais là, on s'adapte au marché français, on paye les commissions qui sont nécessaires. Mais chez Travel Europe, on produit tout en marque blanche. C'est-à-dire, nous, on donne des prix nets à nos clients et après, notre client, il rajoute ce qu'il veut. On fait des programmes à la carte, on fait tout. Ça, c'est pas notre problème. Mais après, le problème avec la clientèle française, c'est que tout le monde veut venir en même temps. Quand il y a les vacances, tout le monde part. Et avant et après... Bien Cécile, mais pas tout le monde. Oui. Et nous, on était obligés aussi de trouver une clientèle pour les autres mois. Et là, d'une part, on a trouvé un marché américain, États-Unis, Canada, qui est assez important maintenant chez nous. Et ils font des tours d'Europe à des périodes en dehors des vacances et tout. Après, nous avons aussi beaucoup de clients anglais, espagnols et portugais où on peut compléter, où on peut regarder, parce que nous aussi, on a beaucoup des hôtels, on a nos chaînes charter, on a beaucoup d'engagements et on doit voir. Si je dis les Français viennent tous en même temps, peut-être pour nous c'est quand même encore un peu mieux parce que les circuits c'est aussi mai, juin, septembre. D'accord. Et après, mais de toute façon, ils nous aident d'avoir des différentes nationalités pour prolonger les saisons. Et ça, c'est important. Et il faut dire aussi, après 20 ans de doublage, on est arrivé à un point en France où il est difficile d'aller plus loin. Et après, pour nous, je pense aussi que pour nous, c'était logique d'aller un peu sur des autres marchés. D'accord. Ok. Non, mais je pense que vous avez tous à peu près les mêmes intérêts sur la prolongation des saisons, forcément. Ouais, alors, toi, Cécile, contrairement peut-être à FTI, vous ou à Thomas Cook, vous avez vos propres charters et vos propres engagements au départ de France. Le modèle de Sunweb s'est développé grâce au low cost, finalement, sur le package dynamique. Et tu n'as pas donc les inconvénients des achats en bloc Alors, ni les inconvénients, ni les avantages, parce qu'il y a quand même les deux. Donc, effectivement, aujourd'hui, on estime que le risque en France, il est trop... Même si on a des taux de croissance de l'ordre de 100%. Sur la France, on part quand même de volume. Je parle que de l'été, parce que sur le ski, c'est extrêmement différent. Puisque sur le ski, on vend du package, mais de l'hébergement, de la remontée mécanique, du cours de ski, etc. Ce qui représente encore 80 à 90% du volume de clientèle qu'on fait sur la France. Donc ça, je le mets de côté. Maintenant, si on parle effectivement du produit estival, pour le coup, les gros marchés chez nous, donc les Pays-Bas, la Scandinavie, la Belgique, etc., là, ont des affrètements. On a même des avions Transavia Sunweb cologotés, donc... On bosse beaucoup en partenariat avec cette compagnie. Pour autant, on va dire que les nouveaux marchés, où pour l'instant les volumes ne se prêtent pas à faire de l'affrètement, et ça serait de la folie de le faire, et afin d'aller vers la flexibilité et d'aller chercher le client quand il veut partir, de là où il veut partir, on a effectivement un outil de package dynamique. C'est celui qu'on utilise aujourd'hui sur la France, sur l'Allemagne. Donc là où on n'a pas du tout d'engagement aérien, mais on est en full package dynamique avec effectivement les compagnies low cost. Donc on travaille principalement EasyJet, Ryanair, Transavia pour
on propose aujourd'hui 6 aéroports de province, qu'on serait incapable de faire évidemment avec de l'engagement aérien. Voilà, donc c'est le modèle qui a été choisi en fait pour pénétrer le marché français sur, comme je vous disais, que du digital, que du B2C et sur le modèle avec l'outil du package dynamique qu'on a mis en place et qui va. La France a été un peu un pays test pour ça. Ça marche plutôt bien, donc ça va être implanté ensuite évidemment dans les autres pays européens. La politique de Thomas Cook France, justement, par rapport aux affrètements spécifiques pour les Français versus le package dynamique? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la nature du produit fait que nous avons des affrètements principalement en été, puisque l'offre club est très large en été sur les sessions moyens courriers, et pour maximiser l'accès, faciliter l'accès au club et maximiser l'emplissage des clubs, il nous faut des stocks dédiés l'été. La situation, le risque aérien aujourd'hui par les tours opérateurs sur le marché français est un exercice extrêmement difficile lié à la politique extrêmement agressive, expansionniste d'un concurrent qui s'est intensifié récemment, dont je tairai le nom. Voilà, avec une situation. On l'a pas du tout reconnu. Voilà, il faut. Donc voilà, non mais voilà, la publicité comparative est interdite en France, je crois. Je sais pas trop, enfin peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a clairement une situation de surcapacité aérienne en ce qui concerne le forfait touristique sur l'été en France. Donc nous, on a un outil de package dynamique qui marche très bien. On fait à peu près sur l'été actuellement, c'est plus d'un tiers de notre volume d'affaires, avec une croissance de 60%. Voilà, il a juste une limite, c'est que son accessibilité online est restreinte, mais c'est un problème qui sera résolu d'ici peu de temps. En interne, ça marche très bien sur nos systèmes, tout ça. Il faut juste qu'on passe, voilà. Donc, nous devrions donner du fil à retordre à nos concurrents plus que nous le faisons actuellement dans quelques semaines. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette situation de surcapacité est très délétère sur la rentabilité des entreprises et que, bien évidemment, maintenant, il y a clairement un exercice chez tous les tours opérateurs qui consiste à trouver le bon équilibre entre le risque aérien qui est pris en avance de phase pour pouvoir faire son chiffre d'affaires et l'exploitation de l'offre en dynamique, qui est dynamique sur le marché, avec une très grande dynamique des compagnies aériennes régulières ou low cost sur l'ensemble des aéroports français et pas que Paris. C'est un exercice extrêmement difficile parce que, en fait, il faut non seulement trouver l'équilibre, mais en plus, renoncer à l'un par rapport à l'autre peut vous mettre dans des situations extrêmement compliquées. C'est-à-dire que si vous privilégiez le risque en cas de retournement de conjoncture, ça fait mal. Et si vous privilégiez le dynamic packaging, tant que les compagnies ont des problèmes comme vous sur le marché, les yields sont faibles et donc c'est super. Mais dès qu'elles commencent à yielder à la hausse et on n'est pas du tout en maîtrise de leurs évolutions de capacité, etc. et des évolutions de marché, eh bien vous pouvez vous retrouver à un moment donné, si vous avez pris ces risques, avec une absence de compétitivité liée à une surdépendance aux décisions qui sont prises par les compagnies aériennes. Donc c'est compliqué. Mais d'une manière générale, je pense que le marché français tendanciellement est en train d'aller vers une offre plus souple, plus dynamique, plus flexible. Et évidemment, il y a une exigence d'adaptation de tous les acteurs. Donc moi, je pense que dans notre cas, clairement, on procède à un rééquilibrage du mix risque et dynamic packaging. Alors, oui. C'est un truc, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux qui sont assez flat, sur un marché qui est flat, puis il y a des réseaux comme Thomas Cook où on sent qu'il y a vraiment un dynamisme, une volonté de faire la différence, et ça se sent d'ailleurs dans les chiffres. Nous, en complément, on est donc FTI sur le marché français, on a tout mis sur le Dynamic Package et on se lance, donc on fait le truc un petit peu inverse par rapport aux autres, Dynamic Package, et maintenant on se lance dans les charters, et ce qui est compliqué effectivement, c'est que ce sont des risques financiers qui sont énormes, ça en a beau faire le tout très bien, et il suffit de se planter sur un seul charter, sur un seul truc, et il y a tout qui tombe, tous les efforts. Donc c'est ça qui n'est pas évident, et c'est la raison pour laquelle on s'est
très focusé sur des destinations où on ne veut s'attaquer à personne, où on veut innover. Donc c'est ce qu'on a fait en lançant l'Égypte il y a bientôt 3 ans, 2 ans et demi. C'est quand même superposé. Enfin, je veux dire, Ah, quand on c'était, voit à cette période Ah des bah là, charters c'était- sur Hurghada, Ils ont aussi des enjeux en Égypte. On a des enjeux, mais c'était Il y a quand même... quelques enjeux, et C'était c'était quand un même... peu couru, oui, non, mais- si je peux me Alors- permettre cette expression. Non, mais voilà, triviale. alors... Tu as des gros marchés derrière quand même pour l'Égypte aussi. C'était pas que sur Voilà. la France. Oui, non, mais Alors, on a Orascom, on a... La demande à l'époque, elle était... On a un actionnaire, mais en fait, au final, le risque financier en tant que directeur général de la société en France, il a été sur Bibi. Et donc, alors, Bah oui. on a naturellement eu des, on va Ah oui, dire, bien sûr. voilà, des aides, je sais pas si on peut les appeler ça des aides, on va dire un certain confort. Mais au final, pour à l'époque, un tour opérateur de petite, moyenne taille, c'était vraiment un énorme risque. Mais c'était sympa, c'est ce qui fait partie aussi, je pense, de la mentalité. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui attendent ou qui sont un peu craintifs, et puis il y a ceux qui, voilà, on y va, on avance, et puis il faut essayer d'aller chercher cette croissance. Et je pense que aussi un état d'esprit, que ce soit dans le B2C, dans le B2B, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien en Europe, alors je parlais du marché de la France, mais j'attache beaucoup d'importance à cette France qui gagne, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé dans des groupes internationaux. Ah ouais, moi je suis à fond, je suis hyper patriote et tagadat je suis très européen. Non mais très européen et très patriote aussi, il le faut. C'est pas incompatible, tout Et à fait. voilà, et j'en avais assez, j'ai travaillé pour des groupes internationaux, j'en avais assez d'entendre toujours l'exception française, mais en négatif. J'ai dit, mais c'est vous qui vous y prenez mal sur le marché français, vous ne comprenez pas les règles. Et ceux qui comprennent, qui s'adaptent et qui écoutent et qui comprennent, il y a un marché qui est énorme à apprendre. On ne va Et pas voilà. changer les clients. On va pas changer les clients, c'est à nous à nous adapter. Et c'est la raison pour laquelle la base, le nerf de la guerre, on a parlé beaucoup des offres et des prix, mais c'est aussi les technologies. Et je pense que c'est là où Sunweb est hyper fort, parce qu'ils viennent d'un marché à la base hollandais qui est hyper en avance, où il y a très peu d'agences de voyage et beaucoup est fait sur le web. Nous on le voit avec FTI, où on a l'écrasante majorité du chiffre d'affaires qui est fait sur le online. En fait, quand ces pays qui sont en avance technologique arrivent sur le marché français, le démarrage se fait beaucoup plus rapidement. Et d'un autre côté, il faut adapter au marché français. Donc moi, j'ai en aucun cas fait un copier-coller de ce que faisaient nos amis allemands, autrichiens et suisses sur leur marché pour le marché français. On a vraiment pris le temps de comprendre, encore une fois, les spécificités du marché français pour pouvoir l'adapter au mieux aux agents de voyage en France. Parce que l'agent de voyage, il n'a pas le même rôle qu'en Allemagne, il n'a pas la même pression. Le client, il est face à lui, il faut qu'il transforme. C'est-à-dire, le client ne doit pas sortir, sinon il va aller en face ou il va aller sur le web. Bon, désolé, c'est là. Ouais, mais alors, ça, c'est clair, parce que moi je suis agent de voyage. Comme j'entends ce que dit Axel et je suis assez d'accord. Après, on a quand même, si je reprends ma casquette de tour opérateur, on a quand même un problème avec les agents de voyage. Et je suis à l'aise d'en parler parce que j'ai des agents de voyage, donc je sais comment ça se passe, à peu près. En fait, on a quand même un réflexe qui est assez compliqué en France, qui est de parler en lieu et place du client dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire que l'agent de voyage, je crois que c'est pas l'agent de voyage, mais c'est la culture française et la mentalité française. On met les objections avant même que les clients ou le consommateur final les ait lui-même formulées, quand il les formule, parce que ça n'arrive pas tout le temps. Et donc, tout ça pour en venir au point suivant, c'est que on a dans notre industrie un sujet qui est le sujet de la relation entre le distributeur et le fournisseur, qui passe trop par, et c'est au détriment du client, la qualité de la relation entre les deux. Vous avez beaucoup de distributeurs qui jugent les fournisseurs, qui mettent tant et plus d'imagination dans leurs produits, la valeur ajoutée, etc., qui jugent trop les choses à l'aune de la relation quotidienne. Est-ce que ça a été facile de booker? Est-ce qu'on a répondu dans des conditions rapides à mon dossier après-vente avec tel client? Est-ce que la résa décroche vite? Est-ce que, etc. Et on oublie très souvent dans cette chaîne ce que vit lui le client, c'est-à-dire quelle expérience il a ou va avoir à destination, comment la prestation de voyage s'est passée, comment la responsabilité des acteurs qui étaient à la manœuvre sur l'exécution de la prestation était mise en œuvre, etc., etc. Et ça, c'est catastrophique parce que en fait, on perd l'essentiel restant quand même le voyage et la satisfaction du client. Et donc, tout le monde perd. C'est-à-dire que, évidemment, le tour opérateur perd,
l'agent de voyage perd et le client perd. Parce que tout ça, en fait, nous amène parfois dans des discussions et dans de l'investissement en termes d'énergie, de temps, de moyens destinés à élever le niveau sur la relation qui est une relation B2B dont le client a rien à cirer. Parce que lui, tout ça, c'est derrière le rideau, il ne veut pas entendre parler de lui, ce qui compte, c'est ses vacances et comment il va en profiter. Voilà. Et on met de l'énergie et des moyens, parfois pas au bon endroit. Et si on arrivait, et nous, ce qu'on essaye de faire chez Thomas Cook, on n'y arrive pas toujours, mais si on arrivait à amener les acteurs de la chaîne, les deux principaux, dans une dynamique qui est plus orientée vers le client, sa satisfaction, son expérience, plutôt que notre petit jeu quotidien de chat et la souris, oui, t'as pas à décrocher vite, patata, je pense que ça élèverait tout le monde un peu, et le client, et à commencer, celui qui en ferait le bénéfice. Et oui, oui. Et ceux qui font ça, y arrivent, c'est clair, parce que c'est ça qui compte, hein, in fine.